Coucou, Salut, comment ça va? ça va bien et toi? Ça va, oui. Alors, pour débuter cet épisode de podcast, je t'invite à te présenter. Bah écoute, moi c'est Philippine, j'ai 29 ans, bientôt 30, et je suis masseuse érotique et tantrique. Est-ce que tu sais nous en dire un peu plus sur cette profession assez mystérieuse comme ça? Bah écoute, oui, c'est des massages, comment dire? Comment expliquer bien la chose? C'est des massages où bah moi et le client, on est nus et on se masse, enfin je masse le client avec toutes les parties de mon corps. Et le client peut toucher, mais il est limité, il peut pas toucher mes parties intimes. Et c'est moi qui décide où et comment il peut me toucher. Et c'est vraiment le côté tantrique aussi, c'est vraiment réapprendre à se réapproprier son corps, à se reconnecter avec quelqu'un et retrouver du plaisir et du désir autrement que par la pénétration en fait. Et avoir une connexion beaucoup plus humaine que complètement sexuelle en fait. Oui, complètement sexuel, physique, Ouais, voilà quoi. exactement. C'est vraiment une réappropriation en fait de la sexualité, mais vraiment avec du coup les mains, mais autre part que Ouais, dans les parties intimes. exactement. Malheureusement, c'est pas le sujet, mais franchement, je t'invite à un autre épisode de Autour du point G, ce serait génial. Et d'ailleurs, vous serez vraiment au cœur du thème, quoi. Autour du point G, autour du plaisir. Bon, Donc voilà. avec plaisir en tout cas. Alors, pour cet épisode, on va parler de deux thèmes qui sont mais hyper tabous, surtout dans notre communauté. Et je voulais vraiment en parler, vraiment genre qu'on en parle vraiment de manière assez tranquille, comme si genre on était sur un sofa tranquille en train de parler, quoi. Et donc, durant cet épisode, je vais t'écouter tranquille. Je vais vraiment être attentive à ton histoire et voilà, sois à l'aise. Donc, de quoi on va parler? Excuse-moi, de l'avortement et l'autre sujet La fausse et la fausse couche. Pardon. Et l'autre sujet. Oh, mais c'est cool. Je trouve que c'est. Enfin, pour la petite histoire, en fait, j'ai un membre de ma famille qui a eu 2 fausses couches et c'est une personne qui m'est très chère. C'est une personne qui a participé à mon éducation. Et en fait, moi, en étant proche, en fait, ça m'a affectée, mais bon, pas tant que ça parce que j'ai un recul. Je pense que c'est par rapport à ma profession médicale. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, parce qu'elle a toujours eu ce désir d'enfant, alors que bon, moi pas, mais ça, on en reparlera par après. Et donc, lorsqu'on en a parlé sur Instagram, d'ailleurs, ajoutez-moi sur Instagram, c'est l'M.G. Et en fait, je me suis dit, en fait, il y a d'autres narratives beaucoup moins dramatiques et beaucoup moins, enfin voilà, ça reste quelque chose, oui, c'est la fin de quelque chose. Et je pense que le monde a toujours du mal avec la fin de quelque chose, d'une humanité, ou voilà. Mais c'est bien, en fait, d'entendre une chose, voilà, c'est fait, et c'est peut-être pas... Le bon moment. Voilà, c'est ça. C'était peut-être pas le bon moment, ça se passe là en fait. Du coup, on commence chronologiquement, dis-moi. On commence par quelle étape, quel chapitre de ta vie, on va dire ça comme ça? La première étape, ça a été la fausse couche. Du coup, j'étais avec quelqu'un depuis quelques mois. Ça faisait presque 1 an même qu'on était ensemble. Et c'était une relation compliquée dans le sens où longue distance, c'était une personne, on s'affectionnait beaucoup, mais je sentais qu'on n'allait pas avoir un avenir ensemble parce que moi, personnellement, je veux avoir des enfants. Ça, c'est même pas envisageable. C'est négociable. Ouais, Philippine sera maman. ah oui, ça, c'est sûr. Peu importe le moyen, j'aimerais bien les faire et en adopter, faire famille d'accueil. Et en fait, je peux pas être avec un homme qui l'acceptera pas. Ça, c'est hors de question. Et malheureusement, c'était quelqu'un qui n'en voulait pas. C'était quelqu'un qui n'en voulait pas et qui on avait déjà aussi. Il était plus âgé que moi aussi. Et il voulait plus d'autres ou éventuellement un en plus que les 2 qu'il avait. Et moi, j'en veux... Enfin, je voulais en faire 2 minimum, en fait. Tu en veux combien, toi, dans un monde parfait? Parce que j'ai l'impression que tu vas me dire une équipe de foot, toi. Parce que oui, hein. Donc, franchement, j'aimerais bien avoir une maison remplie d'au moins 10 enfants. Ouais.
moi, en faire maximum 4. Mais j'aimerais bien vraiment faire famille d'accueil et en adopter. Donc, ouais. Mais pourquoi? Parce que je les aime. J'ai un amour, mais tellement... je sais pas expliquer. Vraiment, moi, j'ai un enfant devant moi, on me perd. Excuse-moi, on me perd, mais totalement. Je les trouve fascinants. Je trouve que... Je trouve que ce sont des mini-adultes. Ils ont quelque chose... Ils apprennent la vie et ils s'émerveillent de tout, en fait. Et ils ont une connaissance... Ils ont même pas conscience, en fait, de la connaissance qu'ils ont du monde. Et en fait, les adultes ont tendance à même négliger l'intelligence des enfants. Et avec tout ce qui se passe, on prend même plus le temps même, parfois, de vraiment observer comment être un enfant. Et je trouve qu'il y a un truc de merveilleux. Ils sont tellement innocents, en fait. Ils savent rien. En fait, ils savent pas tout ce qui se passe. Et ils vivent simplement, en fait, comme ils ont envie de vivre, sans se soucier de tout ce qu'il y a autour. Et c'est juste nous, en fait, on doit leur mettre des limites. Mais c'est nous qui leur mettons des limites, des fois même qu'ils ne devraient pas avoir. Mais je les aime et ils me procurent vraiment un bonheur. Et j'ai senti qu'avec lui, ça allait pas être le cas, ni la relation n'allait pas évoluer. Moi, j'ai une façon... Je veux avoir des enfants avec quelqu'un qui sera là, dans un certain contexte, qui veut vivre avec moi, alors que lui, il n'aurait pas voulu vivre avec moi. Et j'étais aussi dans une situation compliquée. Je vivais avec ma petite sœur. J'avais pas forcément envie de lui imposer ça. Et vraiment, quand je suis tombée enceinte, je l'ai su tout de suite. Et comment dire, ça m'a pris du temps de l'accepter. Je sais pas comment, mais je sentais qu'il y avait du changement dans mon corps. Je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et Au-delà des signes, genre les seins qui grossissent et tout, t'avais même pas ça, c'était vraiment genre un ressenti? ah oui, vraiment un ressenti. Ah ouais. Je sais pas, c'est comme si c'était je dirais pas instantanément, mais c'est vraiment... Et c'est juste les signes physiques qui m'ont juste confirmé, mais au fond de moi, c'est mon corps, en fait. En fait, c'est mon corps et c'est comme s'il me disait juste, en fait, que c'était là. Et il fallait psychologiquement que je l'accepte, que j'analyse, en fait, toute la situation. Je me rappelle, je disais à une copine, je vivais en plus avec une copine, on avait 2 appartements séparés, mais dans le même immeuble. Et je lui disais tout le temps, je suis sûre. Mais je faisais ma vie, hein. Je sortais, je m'amusais, je faisais complètement ma vie. Et je me rappelle même, il y a une fois, on était en soirée et on avait des verres d'alcool en main et tout. Et je me rappelle, je lui ai dit là, et à ce moment-là, je sais pas, j'étais certaine, j'avais pris ma décision, j'avais accepté la situation, j'avais décidé ce que je voulais faire. Donc par la suite, j'avais pris vraiment ma décision au-delà de comment j'allais le dire à ma mère, à ma petite sœur, à la personne. J'ai dit à ma copine, je suis enceinte. Elle a même pris mon verre. Elle me dit, on rentre. C'est une chouette tata, au moins. Et puis, peut-être 2-3 jours après, j'ai été avec une autre amie à un planning familial et ils m'ont confirmé. Bah ouais. Et j'étais à... Je crois qu'il me restait 1 semaine ou 8 jours. Ou 10 jours. Pour être éligible. Ouais. Il me restait 10 jours. Donc, entre le moment... Ouais. Donc, le jour où j'ai appris, il fallait absolument que je trouve un rendez-vous. Ouais, et on a appelé le jour même. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu un rendez-vous direct. Mais là, tu vas vite en besogne. Calmons-nous. D'abord, donc tu l'as su, ça a été confirmé, mais tu l'as dit donc à ton partenaire. Ouais. Il a réagi comment? Enfin, comment ton entourage a réagi face à d'abord le fait est que tu étais enceinte et puis en fait ton choix qui était de le partenaire, lui, en fait, il veut pas. Ouais, il a été clair dès le début de notre relation. Il était clair qu'il ne voulait pas avoir d'enfant, mais et il me l'a dit ce jour-là, mais que ça restait ma décision, ça restait mon corps, et que quoi qu'il arrive, même si
il n'était pas en accord, bah, il pouvait pas m'empêcher de faire ce que je veux, en fait. D'accord. Lui, il dit ça, d'accord. Mais est-ce qu'il allait être Je présent? pense que pour sa fierté, rien que sa fierté d'homme, il l'aurait été. Je pense que juste en tant que personne responsable, il a été responsable et de me mettre enceinte. Donc, il aurait, je pense, maintenant, ça veut pas dire que ça aurait été le cas, mais rien que pour ça, de prendre sa part de responsabilité, je pense qu'il aurait fait être présent comme il aurait voulu, peut-être pas. Mais je pense que non, il aurait pris sa part de responsabilité. Donc voilà, lui, il était un peu en mode, bon, bah, de toute façon, tu sais ma position, mais en gros, c'est toi la maîtresse du bail, quoi. C'est toi la maîtresse de la cérémonie, ok. Et du coup, ta sœur et ta maman? Ma sœur et ma mère, ça a été plus facile que je l'imaginais. Surtout, Ah ouais? plus avec ma petite sœur, parce que ma petite sœur, elle aime pas les enfants. Ah ouais, on est complètement en désaccord. Et c'est vraiment, à part les enfants des personnes qu'elle connaît, elle a pas ce truc que moi j'ai pour les enfants. Donc, j'avais peur de ça, vraiment, de comment elle allait réagir par rapport à ça. Je connaissais pas vraiment non plus son point de vue par rapport à l'avortement et tout. Donc, moi, ma mère, ma mère, j'avais plus peur un peu de lui briser le cœur, parce que je sais qu'elle veut des petits-enfants. C'est ça. C'est surtout ça, en fait. Mais je sais que, quoi qu'il arrive, il m'aurait soutenu. Mais j'avais quand même peur, parce que je suis pas quelqu'un qui est facile à aller dire les choses. Je suis très cash, mais vraiment, ce que je ressens au plus profond de moi, ça peut être très compliqué. Et puis ma mère, elle l'a vu. Ah, elle Ah l'a ouais. senti directement que t'étais enceinte, c'est fou, hein, ça. que c'est même elle qui m'a tendu la perche, en fait, pour le dire, parce que on a une relation très ouverte, ma mère, ma petite sœur et moi. On essaie d'être le plus franche possible. D'avoir une relation de confiance. Bah, ce jour-là, par exemple, on était dans la salle de bain, je venais de prendre ma douche, et la réflexion qu'elle m'a... Parce que ma poitrine, elle avait gonflé. Bah, tu m'étonnes. Elle avait gonflé. C'était prêt pour donner à manger, hein, gars. Laisse tomber. Vraiment incroyable. Et elle m'a regardée, elle a fait... Elle a quoi, ta poitrine qui te masse les seins comme ça? Faudrait... Oui, on va faire bim de tracasse pas. Qui te masse les seins comme ça. Et j'ai rigolé, et je pouvais pas lui cacher ça encore plus longtemps, je pouvais pas lui mentir. Et en plus, c'était... Ma mère, elle vit pas ici. Elle était venue nous voir, je me suis dit, c'est l'occasion. On peut avoir des moments où on se voit souvent, comme on peut passer des semaines sans se voir toutes les trois, du moins. Et du coup, je me suis dit, bah là, on est toutes les trois, autant leur dire. Et même ma petite sœur, au niveau de sa réaction, j'étais super étonnée. Parce que elle m'a dit que pour elle, si j'avais voulu le garder, c'était ok, quoi. Qu'elle m'aurait soutenu, et que peu importe de toute façon ma décision, elles seront là. Souvent, dans les familles africaines, eh ben, on dit, oui, voilà, il faut d'abord se marier avant d'avoir des bébés. Ta maman, elle n'est pas comme ça? Ah non, non, pas du tout. Ma mère, elle est très ouverte au niveau de tout, en fait. Elle a toujours voulu qu'on puisse lui parler de tout. Parce qu'elle considère que de son vécu, ce serait le plus safe pour nous, en fait, de venir lui dire et lui demander les choses, parce que même si elle ne le sait pas, elle trouvera la bonne manière. Et puis ma mère, elle est assistante sociale. Ah oui, ok. Donc, du coup, elle en a pu des vertes et des plats. Exactement, et même quand elle était jeune, elle a travaillé beaucoup dans des associations, justement, au niveau de l'éducation sexuelle et tout. Et donc, moi, direct dès mes premières règles, j'ai eu la conversation, et on a toujours eu une conversation très ouverte au niveau de la sexualité, toujours adaptée à nos âges. Mais il n'y a pas de réel tabou, en fait. On n'a pas de réel tabou. Je peux vraiment demander tout et vraiment parler de tout, en fait, au niveau de la sexualité avec ma mère.
Ça veut pas dire qu'avec d'autres membres de ma famille. T'es tout aussi cool. Non, pas du tout. Ouais, j'imagine. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis que voilà, ta maman, elle a l'ascendance sociale, qu'elle est dans l'EVRAS, donc l'éducation relationnelle, affective et sexuelle, tout tralala. Mais du coup, t'étais... tu vois, souvent, dans un imaginaire collectif, on pourrait dire que oui, c'est les femmes qui savent pas gérer, on va dire, leur fertilité, qui savent pas gérer tout ce qui touche à la contraception, qui ont recours, en fait, à la fausse couche, mais en fait... à l'avortement, pardon. Mais en fait, toi, t'étais déjà... Ah ouais, moi, j'étais... pareil, quoi, dès les premières règles, mais... J'étais au courant et tout. Et d'ailleurs, même quand j'étais plus jeune, j'étais contre l'avortement. Enfin, dans le sens où on est responsable de ses actes. C'était dans ce sens-là, on est responsable, mais j'étais jeune et je ne savais pas tout ce qui se passe autour de la sexualité concrètement. Par exemple, la première fois, je suis tombée enceinte avec une protection. Donc, même en ayant une protection, malheureusement, et c'est ça, en fait, la décision sur laquelle je me suis retrouvée confrontée à une décision contraire à ce que j'avais. J'étais déjà plus ouverte avant au sujet, mais là, à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas aussi facile qu'on l'imagine. Quand tu te retrouves confronté à cette situation, tu dois penser à tout, mais vraiment à tout. Et je pense que le plus important, c'est de vouloir en fait cet enfant. Pour moi, je me suis dit, autant j'ai ce désir d'enfant, mais autant ce désir-là n'était pas là, à ce moment-là. Ah oui, c'est intéressant. Donc, voilà, tu as toujours voulu avoir un enfant. Je veux une famille. Ouais. Je veux créer, comme je l'ai dit, je veux créer une grande famille. Oui, vraiment. Mais à ce moment-là, je trouvais ça même pas juste, en fait, pour cet enfant. Vraiment, je me sentais pas capable. C'est pas que je ne cherchais pas à avoir la volonté, mais j'en avais pas envie. Vraiment, ma vie, c'était un bordel. Et je me dis, en 9 mois, je vais remettre tout en ordre et je vais devoir remettre tout en ordre pendant qu'en fait, j'élève un enfant. J'ai trop vu ça par rapport à tellement de situations que je me dis non, c'est pas juste. Ok, oui, on peut en survivre, on peut évoluer, mais non, je me voyais pas à ce moment-là. Et je me suis dit, les femmes qui ont gardé leur enfant, c'est parce qu'elles voulaient. Elles avaient au fond d'elles, à ce moment-là, celles qui ont eu le choix de garder ou pas, oui. Je pense qu'à ce moment-là, elles le voulaient vraiment au fond d'elles. Parce que moi qui veux autant qu'à ce moment-là, je me suis dit non. Non, c'est pas possible. Oui, bon, après, comme tu l'as dit, il y a quelques années, tu te disais non, jamais n'avorterai, c'est ça. Hein. Alors que, du coup, tu l'as fait. J'imagine que sans doute qu'il y a des personnes avec les valeurs, la morale, qui se disent oui, je vais pas le faire, alors que, du coup, mais en fait, peut-être qu'elle ne voulait pas, tu vois. Des fois, au fond de nous, on a tellement... on a envie, on a tellement eu l'habitude, en fait, d'avoir, des morales, des valeurs qui dépensaient, limitantes, même une autorité. C'est des fois difficile de savoir si on le veut vraiment ou si c'est... Exactement. Moi, je suis partie du principe que je suis un être humain. Et c'est dans beaucoup de mes choses dans la vie, en fait, que je fais. Et je me dis, je suis un être humain et j'essaie d'être la meilleure personne possible. Mais je fais des erreurs. Et je me retrouve on se retrouve tous parfois face à une situation et il faut que je sois en accord plus tard avec ça. Et j'ai pas envie, en fait, que quand j'ai un enfant, je regrette et j'en veux même à cet enfant de l'avoir mis au monde. Et c'est déjà arrivé à des gens parce que j'ai été butée sur mes valeurs. Peut-être que justement, à ce moment-là, ça m'a permis de réfléchir. Et en fait, nos valeurs, c'est hyper important, mais parfois, à quel point dans le futur, en fait, on ne sait pas comment on va réagir. Et je me suis dit, aujourd'hui, je ne peux pas m'infliger ça. Et même pour le futur, je ne peux pas prendre ce risque d'infliger ça à quelqu'un. Alors que je ne suis pas prête, en fait. Je me dis, j'avais 25 ans, 26 ans à l'époque. Je ne me sentais pas... Pour certains, ça paraît vieux, tu vois. Moi, je me trouvais trop jeune. Pas dire ça de daronne, quoi, s'il te plaît. Je me trouvais trop jeune. Je me disais 26 ans, qu'il y en a à 23 ans, elle
elles veulent le faire, hein, et respect, franchement. Mais franchement, tant que tu veux le faire, mais moi, je me disais, c'est pas possible. Là, à ce moment-là, c'est juste pas possible. Et du coup, j'ai fait les démarches. Et j'étais complètement... Franchement, j'étais en accord avec moi. Ouais. Et les jugements des gens, je m'en fous. Et Je m'en foutais vraiment parce que c'est ma santé physique et mentale. À ce moment-là, c'était ma santé physique et mentale à moi. Et si je devais m'arrêter par rapport aux gens, qu'est-ce que je serais? Je serais peut-être la meilleure version de moi-même, hein, aujourd'hui, mais peut-être qu'au contraire, ce serait pas du tout le cas. Et au moins, tu vois, en fait, quand tu fais ces suppositions-là, ça aurait été grâce à autrui. Et donc, du coup, indirectement ou directement, tu aurais fait peut-être en mode c'est à cause de vous, je suis comme ça, ou c'est grâce à vous. Et on sait très bien que dans ce monde, quand c'est grâce à quelqu'un, tu es redevable. Et quand c'est à cause de quelqu'un, tu restes dans cette rancune ou plutôt dans ce cercle vicieux en mode c'est à cause de toi, c'est comme ça et tout ça. Alors que, bon, la seule ou le seul maître ou maîtresse de nos vies, c'est nous, tout simplement. Et c'est super chouette parce que tu as vraiment fait preuve de congruence. Moi, c'est vraiment mon but, mon goal de 2023, c'est vraiment faire preuve de congruence. Donc, ce que je dis, c'est ce que je fais, c'est ce que je pense. Et je pense que c'est vraiment le reflet, en fait, de ton acte. Donc, du coup, voilà, tu nous dis que en 8 jours, tu dois trouver un rendez-vous, quoi. Donc, et comment le corps médical a accueilli? Ils étaient comment? Ça a été super. Franchement, du début jusqu'à la fin, j'ai eu beaucoup de chance, je pense, parce que au planning familial, j'ai été très bien accueillie. On m'a bien expliqué comment ça allait se passer. C'est même avec elle qu'on a fait l'appel pour trouver les centres pour l'avortement. Et quand j'y étais, j'ai aussi été très, très bien accueillie. Tu vois, j'ai vu une assistante sociale et une gynécologue. Et il t'explique le procédé, comment ça va se passer. Et puis, je suis rentrée. Et ah ouais, oui, il faut savoir, ici à Liège, il n'y avait plus de place. Ah ouais. C'était la seule place que j'avais, c'était à Verviers. Ah ouais. Donc, je devais faire les allers-retours jusque Verviers à chaque fois. Et là, ça a été quand même ascenseur émotionnel. Vraiment, parce que finalement, mon partenaire de l'époque, le premier rendez-vous, normalement, il devait venir. Et puis, il n'a pas été là. Il y a eu des malentendus. Normalement, une copine devait venir. Elle est arrivée super en retard. Et je me suis vraiment sentie seule à ce moment-là. Je pense que c'est le seul moment où je me suis sentie seule. Et parce que des personnes m'avaient fait une promesse. Et ils n'ont pas tenu cette promesse à ce moment-là. Mais après, ouais, j'ai eu les premiers rendez-vous. Ça a été très compliqué parce que c'est de l'inconnu. Tu sais pas, en fait, au niveau de la douleur, en plus, j'aime pas la douleur. Je me dis, mais comment ça va se passer? Et surtout, ce qui m'inquiétait, c'était mon état psychologique après. Vraiment, parce que je suis quelqu'un de très émotionnel. De si, finalement, c'était une décision bien voulue. Et même au niveau douleur physique, si ça allait pas m'atteindre. En fait, comme je disais, comme c'est de l'inconnu, il fallait que je me prépare à tout ça. Vraiment à tout ça et à comment vivre après. Parce que vraiment, tu te retrouves face à quelque chose d'incroyable. Parce qu'au-delà de ça, je vivais une relation aussi avec mon bébé, on va dire, entre guillemets. Parce que je sentais tout ce qui se passait dans mon corps. Vraiment. Et je me rappelle, même chez la copine avec qui je vivais, elle avait des chiens. Quand j'étais chez elle, parfois on mettait un matelas au sol, je me couchais, ils étaient tous autour de moi. Parce qu'ils ressentaient, j'avais ma peau, franchement, un glow-up, mais incroyable, des ongles, des cheveux. Tout allait bien, je rayonnais, un truc de malade. Ah ouais, un truc de malade. Ma mère, à chaque fois, en fait, peut-être 2-3 semaines avant que ma mère, je leur annonce et que j'ai la confirmation, quand ma mère, elle me voyait, elle me disait, t'es lumineuse. Je sais pas si c'est ta relation, je sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui se passe. Et ça se passait très bien pour Oui, vraiment. Et t'es confronté à ce changement dans ton corps. Parce que tu le contrôles pas, tout est à l'intérieur.
et tout se met en place et tout passe très vite parce que tu penses avoir le temps finalement entre le moment que tu apprends que tu es enceinte et le moment de l'avortement, tu penses avoir du temps et pas du tout. Pas du tout. Tout se passe très 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 vite et en fait le jour la avant l'avortement, en fait je vais dormir, une nuit normale. Non. En fait, quand j'ai mes règles, j'ai des règles douloureuses. Et là, je commençais à avoir des douleurs au niveau du ventre. Mais j'arrivais encore... Non, c'était la nuit... Enfin, genre, comment dire? La nuit... Enfin, je sais pas comment expliquer. La veille au soir, peut-être. Ouais, la veille... Genre vendredi, c'est l'avortement. Le mercredi soir, la nuit de mercredi à jeudi. Ok. C'est la nuit de mercredi à jeudi. Je commence à avoir des douleurs. Et supportable. Ça me fait vraiment mal. C'est quelque chose que je connais pas, mais j'arrive encore à dormir, à me lever le matin. Et puis, à un moment, je vais prendre ma douche et là, je sens une douleur. Franchement, jamais, mais vraiment jamais de ma vie, j'ai senti ça. J'ai cru que j'allais mourir. Vraiment, j'étais pas prête. J'ai failli m'évanouir. À ce point. Ouais, j'ai commencé à saigner et j'étais en panique. Franchement, je savais pas ce qui m'arrivait. Je savais pas ce qui était en train de m'arriver. La douleur, cette chaleur. Franchement, j'avais chaud. Franchement, j'ai cru que vraiment, je me sentais partir. J'ai appelé ma mère. Ma mère, directement, c'est la première personne que j'ai appelée. Et j'étais en pleurs au téléphone. Je lui disais, maman, je comprends pas. Je sais pas ce qui est en train de m'arriver. J'ai trop mal. J'étais là, je lui disais, aide-moi. Je la suppliais, j'étais là, aide-moi. Et j'appelais les urgences. Et la chance que j'avais, c'est que j'habitais en face de la Croix-Rouge. Et ils sont venus tout de suite. Je sais même pas comment j'ai descendu parce que j'habite au dernier... Imagine d'ici, redescendre avec une douleur jusqu'en bas. J'ai redescendu. Eux, ils allaient monter, mais je pouvais pas attendre. J'avais juste envie que ça s'arrête. Ça, ce qui se passait là dans mon corps, je voulais juste... je ne souhaite ça à personne. Et du coup, les urgentistes, ils sont venus. On a été jusqu'à l'hôpital pendant tout le trajet. Le pauvre ambulancier, je l'ai serré la main, mais d'une manière. Et autant, en même temps, je pleurais, je hurlais, je les suppliais. Et ils étaient super gentils. Je m'excusais, j'étais là. Je suis désolée. J'avais du sang qui... Enfin, là, ça allait encore, tu vois. Et on a été jusqu'à l'hôpital. Et en même temps, ils essayaient de me mettre des antidouleurs. Il n'y avait rien. Pour moi, c'est comme si c'était le néant ce qu'ils étaient en train de mettre. Et jusqu'à l'hôpital, ils m'ont pris tout de suite, mais j'ai dû attendre parce qu'il n'y avait pas de gynécologue. Et ils pouvaient faire aucune intervention sans que le gynécologue regarde si tout se passe bien, en fait. Et j'étais là dans une chambre. Et les personnes, le corps médical qui était là, ils essayaient de faire au mieux. Mais j'arrivais pas à réfléchir. En fait, une douleur, excuse-moi de dire ça, mais putain. Et parce que j'aime pas les gros mots, moi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi non plus, j'aime pas les gros mots, mais là, c'était d'une violence. J'avais l'impression qu'on était en train de m'arracher l'intérieur. Et j'ai commencé à saigner. Mais c'était une boucherie. Ah ouais. Je n'ai jamais autant saigné de toute ma vie. Et à ce moment-là, tu comprenais en fait que c'était une fausse couche? Pour moi, c'était sûr. Enfin, en fait, oui. À un moment donné, parce que c'était des contractions pour moi. Pour moi, à un moment donné, j'avais des contractions. J'étais en train, de faire une fausse couche, je vivais des contractions. Et en même temps que je vivais ça, j'étais en train d'écrire à ma petite sœur, à ma mère et mon père, parce que, comme je t'ai dit, mes parents, ils viennent du côté d'Arlon. Ma petite sœur, elle travaillait ce jour-là. Et ma mère et mon père, ils sont venus direct. Ils ont arrêté tout ce qu'ils faisaient. Ils sont venus direct. Ma petite sœur, elle est venue, je l'ai prévenue après le travail, mais elle est venue direct aussi à l'hôpital. Ma petite sœur, franchement,
le truc, franchement, les personnes qui ont été là, je me suis sentie soutenue. Je pense que c'est ça qui m'a permis de tenir. Toutes les personnes, il y avait une des infirmières, elle avait vécu aussi une fausse couche. Elle était là. Le temps que ma famille... En fait, j'étais pas seule. Il n'y a aucun moment où j'ai été seule. Et ça a été incroyable. C'était le truc aussi qui me faisait peur. Je me suis dit, je vais aller là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, je ne sais même pas ce qui se passe dans mon corps. Qu'est-ce qui va se passer à l'hôpital? J'avais déjà entendu des mauvaises expériences. Donc, ça a été... Et à un moment donné, genre, tu vois les blouses qu'on te met vertes là. T'inquiète pas, je sais. Et ils ont dû me changer plein parce qu'en fait... et je m'excusais tout le temps. Tout le temps parce qu'il y avait du sang partout. Mais ils t'avaient pas mis une couche culotte, protection? Il y avait trop de sang. Ah oui, à ce point-là. Ouais. Il y avait trop de sang. Trop de sang. Et il y a eu à un moment donné, les antidouleurs ont commencé à faire effet. Et en fait, en plus, c'était par phase. En fait, j'avais des moments où ça allait et puis bam, ça reprenait. La douleur pendant X temps et puis ça allait. J'avais le temps juste de souffler un petit peu et puis ça reprenait. Les antidouleurs, ils ont fait effet. Et il y a eu un moment donné, j'ai su que c'était fini. Ouais. En fait, je l'ai senti. En fait, j'ai appelé l'infirmière. J'ai dit, c'est bon, il va sortir. Et ils m'ont pris une chaise, tu vois, les chaises avec les pots. Les choses, normalement, c'est pour... ouais. Ils m'ont mis ça. Et je crois que de toute l'expérience, le truc le plus violent, c'est le bruit. Ouais, le bruit est dans le pot, mais le truc métallique, ouais. Je me suis assise et j'ai entendu, c'est tomber. Et ce bruit métallique-là, j'en ai eu des frissons. J'en ai même encore. J'en ai eu des frissons. Et après, c'était fini. Et c'est incroyable, en fait, le corps humain, comment il est. Je suis passée d'un extrême à un autre. Franchement, en fait, c'est ce truc-là de te dire que quand c'est fini, oui, il y a la douleur et tout, mais vraiment, c'est libération. Et c'est fini. Et après, t'as le reste qui doit... C'est le fœtus, c'est parti. Et puis après, je me couche et franchement, j'étais épuisée. Ah, mais tu m'étonnes. Épuisée. Mais ça, je te parle, j'ai fait vite, mais c'est pendant des heures. Oui. Ça a duré au moins 4, 5, 6 heures. Je crois que j'ai commencé vers 13 heures. On est sorti parce que j'ai dû aller à un deuxième hôpital. Ça a fini vers les 21 heures. Ah ouais, j'ai passé mon après-midi. Ça. Ouais. Et donc pendant... Programme fausse couche. Non. Et pendant qu'on rigole, mais voilà, vaut mieux rigoler. Mais justement, il va y avoir un petit truc... Moi, je trouve j'ai trouvé ça dégoûtant sur le moment, mais très drôle en même temps. Et en fait, au moment où le reste devait partir, je me lève et j'ai toute une masse de sang qui coule et tout. Et il y a ma petite... Mais vraiment, littéralement, en même temps, ma petite sœur qui arrive. En plus, elle qui adore les gosses, superbe. Elle arrive et voit. Je la regarde et je suis désolée. J'ai fait que m'excuser alors qu'ils me disaient tous que j'avais pas à m'excuser. Mais en fait, j'avais l'impression de les mettre dans une situation embarrassante, tu vois. Et de ma petite sœur la mettre dans cette situation que, en tant que grande sœur, c'est à moi de la soutenir et tout, tu vois. Ouais. Et elle m'a aidé à nettoyer et tout, à me nettoyer. Puis après, elle s'est assise. Et elle a commencé à manger son Je l'ai regardé, j'ai fait... Comment t'arrives à manger après avoir vu tout ça? Mais parce que c'était vraiment une boucherie. Une boucherie. Tu penses que la faim s'arrête? Non, elle m'a dit j'ai faim. Ben ouais. après ce dur labeur là, c'est bon. Voilà, pour manger. Du coup, comme il n'y avait pas de... Et puis mes parents sont venus. Et ça a été vraiment émotionnellement, ça a été... vraiment l'ascenseur émotionnel. Bah oui. J'étais super émue aussi parce que on a une relation très facile avec ma famille et aussi très compliquée en même temps parce que je suis pas forcément quelqu'un de facile à comprendre. Et je communique pas forcément facilement aussi. Et du coup là vraiment c'était un moment de... Tu te rends compte que malgré les hauts et les bas et les erreurs que tu fais, tes parents, ils sont là, en fait. Ils sont partis, ils se sont tapés plus d'1 heure de route pour venir rester avec moi.
Et puis après, comme il n'y avait pas de gynécologue à l'hôpital où j'étais, j'ai dû être transférée à un autre hôpital. Et là, j'ai vu le gynécologue qui m'a dit que j'avais tout expulsé. Ah ouais, complètement, il n'y avait rien à faire. Et je pouvais rentrer chez moi. Ah ouais. Ouais. Je suis rentrée chez moi comme si de rien n'était. Mais justement, c'était pas comme si... Non, c'est pas comme... Mais vraiment, c'est à ce moment-là, je me suis dit, j'ai compris le pouvoir de mon corps. Et puis surtout, le monde continue. C'est pas ça. Le monde continue. Ça m'a... En fait, c'est comme si, en même temps, je venais de vivre cette chose-là, mais en même temps, c'est fini. Voilà. Un jour, j'étais enceinte et puis aujourd'hui, je ne suis plus. Mais surtout que c'était le programme, genre dans 2 jours. Ouais, dans 2 jours. Et en fait, c'est ça qui a été difficile. Le plus dur, l'une des choses les plus dures, c'était... on m'a pas expliqué ce que j'allais vivre là. Ouais. On sait c'est quoi la fausse couche, mais au planning familial, la deuxième fois que j'ai été, c'est le truc que je leur ai dit. Expliquer ça aux gens. Parce qu'il y a des personnes qui sont seules. Il y a des jeunes filles qui viennent. Moi, j'avais 26 ans. Mais il y en a qui sont plus jeunes qui viennent. Il y en a qui sont seules, qui n'ont pas de parents, qui ne savent pas. Et moi, je me suis retrouvée du jour au lendemain, comme ça. J'ai pas pris cette décision-là, tu vois. Mon corps, la nature, a pris cette décision à ma place. Et je l'ai même limite vue comme, pendant longtemps comme une punition. Justement, on en revient aux valeurs et tout. Je reste quand même quelqu'un de croyante malgré... C'est ça en nous. Et je me suis dit... oui. Qu'on m'avait puni, en fait, indirectement. Et après, je l'ai vu finalement comme une autre épreuve à dépasser. Le Seigneur, il m'a mis face à une épreuve. Et c'est à moi, en fait, de décider comment je vais surmonter cette épreuve-là. J'aime beaucoup ce que tu dis. Ça a été vraiment... Je suis désolée. Ça a été... C'est moi. Ça a été vraiment très, très, très compliqué. Mais la violence... Attends, pause, tu t'excuses parce que tu c'est ma chérie. Moi, c'est parce que tu disais désolée, mais dis, ça va ou quoi, meuf? Ce que tu racontes, c'est normal. Oh, ma chouchoute. Ça a été très, très compliqué parce que vraiment, tu te dis, je suis punie. Et ce manque de choix, en fait, finalement. Finalement, j'avais décidé de me faire avorter, peut-être. Mais peut-être qu'à la dernière minute, j'aurais changé d'avis. Et là, en fait, j'ai juste pas eu le choix. Et ça, c'était le plus dur à accepter, ce manque de choix. Et c'est difficile, en fait. Tu te dis, on est déjà dans un monde où on a une pseudo-liberté. Et le peu de liberté que je peux avoir, même la nature me l'enlève, en fait. Ouais, je vois. Je comprends. Et j'étais fâchée. J'étais en colère par rapport à ça. Mais après, je me suis dit, c'est pas grave. Finalement, peut-être que l'avortement, à ce moment-là, aurait été pire. Peut-être que j'aurais pas supporté psychologiquement. Je sais pas, en fait. C'est arrivé. C'est arrivé. Mais c'est ça. En fait, c'est arrivé, je peux pas revenir en arrière. Oui, surtout dans cette... En fait, en plus, c'est ça qui est cool, qui est cool, si on veut prendre le beau côté des choses, c'est que face à la fausse couche, donc j'ai envie de dire un avortement naturel, ce n'est pas toi qui as décidé, c'est ton corps. Voilà, peut-être que le bébé était mal formé, peut-être que... voilà, il y a plein de choses, la nature est bien faite. Moi, je trouve que c'est plutôt de ce sens-là qu'on peut peut-être voir l'histoire, c'est qu'en fait, c'est vraiment un mal pour un très très bien parce que tu sais bien, ton corps c'est mieux que nous-mêmes. Voilà, je dis souvent que nous on sait mentir, mais notre corps pas du tout. Donc voilà, mais je peux aussi comprendre le fait de dire oui, on a toujours le choix et même ce choix-là tu l'as pas. Et ça elle est partie. Elle est partie comme ça vraiment. Fiu, tu as voulu, t'as pas eu. Non, mais puis après. La vie, elle a continué. J'y repense. Ça m'arrive d'y penser encore. Mais je le prends plus comme une force, en fait. Ça a été sur le moment que... ça a été vraiment sur le moment que c'était difficile. Parce que... une douleur pareille. Mais en tout cas,
la manière dont tu as expliqué, j'ai vraiment l'impression, ça a été vraiment la décadence, ce jour-là. J'ai failli m'évanouir plusieurs fois. Vraiment, j'en ai vomi. Ouais, j'en ai vomi. Ah ouais, mais ça te prend. Et il n'y a rien. Il n'y a rien qu'on fait. Il n'y a rien qui fonctionne. Ah non, rien. Mais ma chérie, même la respiration. Tu veux toujours ton équipe de foot? Parce que, bon... Ouais, mais là, je sais qu'à un moment donné, il va avoir cette douleur. Là, je ne savais pas, tu vois. J'étais pas préparée à ça. Que là, on a 9 mois, tu vois. Bon, personne n'est préparé à ça, mais tu as conscience de ça. Que là, je n'avais pas conscience. Donc, je dois contrôler mon corps, mon esprit. Et c'est là, en fait, ça aussi qui m'a permis de mieux avancer. C'est vraiment la force de mon corps, le pouvoir de mon corps. Vraiment, ça m'a permis, en fait, même tout un tas de choses, surtout même mon rapport avec les hommes et la société, encore plus que personne n'avait le droit de décider, de parler ou de dire ou de faire, peu importe quoi que ce soit par rapport à mon corps. Parce qu'après ce que j'ai vécu et ce que mon corps il a vécu, et de m'en mettre remis comme ça, de passer d'un extrême à de me dire que, punaise, en tant que femme, on peut créer tout ça. Et moi, ça a été que un instant, tu vois, mais 9 mois endurer et toute cette douleur-là. Parce que, même psychologiquement, il faut tenir. Il faut tenir. Il faut te dire, je ne me laisse pas partir. il faut travailler ta respiration, essayer de contrôler. Et, oui, tu parlais durant la fausse couche. Du coup, ouais. Durant la fausse couche. Et que... Et qu'en fait, non, personne n'a le droit de décider. Vraiment. On peut dire que en fait, cette fausse couche-là, t'as remis les pendules à l'heure. Ouais, j'imagine. Ouais, vraiment. Et comment ton partenaire, du coup... parce que... À ce moment-là, il était complètement inexistant. Ah, ok. Ah ouais, j'ai vécu ça. Il n'était pas... Je lui ai juste dit, voilà ce qui s'est passé. Et il était désolé pour moi. Parce que, en fait... Après le premier rendez-vous, si je me rappelle bien, comme ça, c'était pas trop bien passé. On avait mis fin à la relation. En fait, je voyais pas pourquoi à ce moment-là, c'était un moment important de ma vie. Et j'attendais de lui qu'il prenne sa part de responsabilité comme il a dit qu'il allait la prendre. Et ça n'a pas été le cas. Et c'est quelque chose de trop important. C'est un événement très important dans ma vie. Et ça m'a permis aussi, même au niveau relationnel, de savoir et de voir qui était là pour moi à ce moment-là. Et vraiment, en tant qu'homme, j'attendais plus de lui et j'avais pas envie, avec tout ce que j'étais en train de vivre, j'avais pas envie de me prendre la tête avec quelqu'un qui, de toute façon, avec qui je n'allais pas avoir un avenir, et c'était certain. Non, j'étais plus là. C'est pas plus mal. Ouais, franchement. Ouais. Du coup, après donc cette fausse couche, comment... Parce que voilà, si je reprends tes termes, un peu avant, t'avais peur de l'après-avortement, mais du coup, l'après... Ça a été. Fausse couche. Ouais. Ça a été. Ça a été parce que j'ai été voir une psy quand même. Donc, je ne me suis pas restée toute seule dans mon coin, à m'enfermer. Et vraiment, je l'ai pris comme aussi, comme tu t'as dit tout à l'heure, un avortement naturel. De toute façon, c'était au final une décision que j'avais pris de ne pas le garder. Et j'étais sereine, franchement. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Ça a été. Ça m'a pas empêché de vivre, ça n'a pas été un blocage, ça n'a pas été en permanence dans ma tête. Non, que je sais que certaines personnes, c'est le cas, tu vois. Il y en a d'autres, c'est un événement violent et donc ils ne s'en remettent pas. Et franchement, je leur souhaite à ces personnes-là de trouver la force que... moi, j'ai vu des personnes qui n'ont pas eu de bébé à un moment et qui finalement, en fait, le Seigneur les a bénis encore plus, tu vois. C'est parfois une question de timing. Même souvent, je veux dire.
C'est une question de timing et c'est vrai que parce que pardon. Je peux comprendre parce que franchement, il faut le vivre. Hein. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de toi te fait remettre tout en question. Il y a quelque chose. En fait, t'as un être et tu prends conscience que là, il y a un être humain Mais qui est en train de se développer en toi. Et tu sens, moi je sentais que pour les deux, je sentais mon corps qui se mettait en place. Et c'est incroyable que à l'extérieur comme ça, tu te promènes dans la rue, les gens ils voient, ouais. Moi, je suis en train de créer la vie, là. Mais les gens ça se voit pas forcément, mais toi, dans ton corps, il se passe tout un tas de choses. Et donc je peux comprendre que c'est difficile d'enlever ça à quelqu'un. Si tu aimes ce qui se passe en toi, je peux comprendre que c'est difficile. Et c'est un lien, je sais pas, c'est un lien incroyable. Pour ma deuxième grossesse. Bah, tu peux embrayer, moi, il n'y a pas de problème. Si tu as peut-être d'autres choses à raconter pour la première, ok. Du coup, voilà, tu nous as expliqué pour l'avortement naturel. Du coup, comment ça s'est passé? Du coup, l'avortement mécanique, on va dire ça comme ça. Là, en fait, j'étais avec quelqu'un aussi depuis quelques mois, mais moins longtemps. Et je tombe enceinte toujours dans des contextes... Et c'était avec quelqu'un, ça se passait bien. Mais comme c'était le début, je me questionnais pas, en fait, sur un avenir ou pas avec cette personne-là. Donc, on faisait notre vie, ça se passait bien. En plus, c'était pendant le confinement. Aïe. Tu vois comme un peu les gens dans ce story qui disaient « Ouais, dans la maison, tout est décuplé, nos sentiments et tout. » Je sais pas si t'as la ref. Ah ouais, si. Et dans le confinement, c'était... Ah oui, ça s'est passé, exactement. Bah oui. Et on était, H24 ensemble et tout. Ah oui. Et c'est Ah ouais, moi, je suis une éternelle belle-mère. Hein. Ah. Ouais, beaucoup de personnes. Mais attends, écoute, I'm so sorry about it. Tant pis, je vais me mettre ça dans le podcast, mais tant pis, tu sais, hein, moi, depuis 2023, il n'y a que des papas qui viennent me parler. Est-ce que ça va aller? En plus, des jeunes papas, mais est-ce que ça va? Moi, je n'ai pas l'étoffe d'une belle-mère. Hein. Je le dis, moi, je n'ai pas l'étoffe d'une belle-mère. Donc, si tu veux venir me parler, s'il vous plaît, pas d'enfant. À part si Dieu t'a dit que j'étais la femme de ta vie, mais non. Mais ah mon Dieu, en plus, c'est bien, toi, t'aimes des enfants. Ouais, ah ouais, incroyable. Mais même ma mère, à chaque fois, elle me dit, mais toi, tu les attires tous. Je fais, mais je choisis pas. Et lui, il avait 2 enfants aussi. Et eux, je les avais rencontrés. Et je les adorais. J'aimais beaucoup ces enfants. Ils étaient franchement trop fun, très intelligents. Et, mais comme je disais, c'était pas une relation que... On pensait pas, on vivait au jour le jour. Voilà, c'était le début. En mode, on se fait du bien et c'est OK, quoi. Voilà. Et puis un jour, lors d'un... Moi, attends, c'est juste une question. La première histoire, c'était sous contraceptif, la première histoire. Ouais. Et la deuxième? La deuxième, non. OK. Non, parce que c'était un moment où j'en ai eu marre. Tu prenais quoi? Je prenais des patchs pas longtemps avant. Ouais. Et j'ai pris des patchs, j'ai essayé plusieurs pilules, j'ai testé l'anneau. Ouais. Et tout ce qui est hormonal, c'est une horreur pour mon corps. Une horreur. Et j'en ai eu marre, en fait, d'infliger à mon corps tout ça. Et en fait, je suivais... mon cycle était nickel, tout se passait bien et tout. Et en fait, il s'est arrivé qu'une fois, pendant ma période de règles... Pendant ta période de règles, OK. On a eu des rapports. OK. Et c'est là. Et c'est là, alors qu'on dit que soi-disant, c'est durant nos règles qu'on n'est pas fertile parce que la nature fait bien les choses. Bah oui, la nature veut qu'on procrée, en fait. Donc, j'ai quand même l'impression. Moi, je suis fertile. Oui, peut-être, c'est vrai que toi... Oui, il faut préciser que je suis très fertile. Donc, avoir des enfants, c'est pas... C'est pas un problème. Hein. Donc, tu vois, on a envie d'avoir les 10 enfants là et t'en accord avec ton corps. Ouais, et encore une fois, je l'ai senti. Et quand j'étais au planning familial, je leur ai dit d'exactement
Je leur ai dit de ma dernière période de règles. Et à l'échographie, c'était exactement... Et c'était combien de temps? J'étais à 4 semaines, je crois, à ce moment-là. J'étais à 1 mois. Et c'était durant le confinement encore, là? Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé? Puisque, c'est bien, c'était un peu la folie, là. Tu sais quoi, c'était la période... des inondations. Oh mon Ouais. Dieu. Et il m'arrivait que des complications. En plus, c'est vraiment... J'étais endeuillée, là. Le jour où je devais faire l'intervention, il y a eu les inondations. Bon, là, tu vas encore une fois vite en besogne. Oui. On retourne. Donc, vous avez des rapports durant les règles. Ouais. Ok, d'accord. Et à ce moment-là, là, franchement, je dirais même pas une semaine, à même 2-3 jours, je l'ai senti. Ah ouais. Ah ouais. Je te jure que je l'ai... Je connais mon corps... Non, la maison des secrets, tout est décuplé, frère. Arrête. Mon corps, je savais. Je savais que j'étais... Et du coup, je devais réfléchir. Et j'ai pris longtemps à réfléchir. Mais j'ai dit 4 semaines, non, j'étais à plus. Je sais plus, mais je sais que j'ai eu le temps d'aller à Paris. Je sais plus si j'avais déjà pris rendez-vous, je crois, parce que j'avais le temps, en fait, de prendre rendez-vous. Oui, c'est 12 semaines, je crois, pour avorter en Belgique. Ouais, je pense que j'avais le temps. Du coup, ouais. Mais par contre, par rapport à l'autre grossesse, horrible. Ah ouais. Ah putain. Horrible. Hypersalivation. Tu vois, genre, je pouvais remplir des bouteilles comme ça. C'était dégueulasse. Vraiment. Et moi, quand je me promenais à Paris, j'avais dans mon sac une bouteille. Hein. J'avais pas le choix. C'est ça qui m'a fait arrêter de fumer. La cigarette. Ça me dégue, frère. Je te jure, c'était une horreur. Donc, c'était comme les darons qui crachent. Exact. Et tu vois, oui, quand justement la tête que tu fais quand j'étais petite, là. Quand moi-même, même ma mère, elle était là à côté. En train de toiser les gens alors que quelques années après, c'est toi-même dans les rues de Paris, tu te pavanes avec une bouteille dans ton sac rempli de crachats. Et Seigneur. L'hypersalivation. Ça aussi, on doit expliquer aux gens que c'est quelque chose. Parce que franchement... C'est une horreur. Parce qu'en fait, tu peux pas t'en empêcher. T'as beau faire... Ça... Une horreur. La nuit, je me réveillais tout le temps. J'étais malade. Tout le temps. J'étais malade. J'ai dû aller aux urgences 2-3 fois parce que des douleurs interminables. Franchement, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Ah bah, je te crois. Je te jure, j'avais juste envie que ça s'arrête. Mais en même temps, comme l'autre grossesse, j'ai pris ma décision toute seule. C'est après avoir pris ma décision que j'ai pris l'avis des autres. Mais j'avais pas envie, surtout à ce moment-là, vu que j'avais déjà eu une première fausse couche. Là, j'avais 28 ans. Je sais que ma mère, elle voulait avoir des enfants. Je voulais pas, en fait, que cette... Tu as entendu ce que tu as dit? Ta mère voulait des enfants. Des petits-enfants. Tu vois, ça. Elle veut. Et ma mère, elle nous a eu que ma petite sœur et moi. Elle en voulait plus. Mais la vie lui a quand même donné plein d'autres enfants, tu vois. Mais elle veut des petits-enfants, elle attend que ça. Et j'étais là, ouais, mais il serait peut-être temps et tout. Mais je voulais pas de tout ça. Je voulais pas être influencée par quoi que ce soit. Et quand j'ai pris ma décision, je savais déjà le point de vue du père. Lui, franchement, il était déjà dans un mal-être qui faisait que il allait pas... Ah ouais. Donc, tu avais un papa dépressif? Ah ouais. Ah, d'accord. Ouais, c'était même pas la peine. Oui, c'était pas la peine de l'impliquer. Ouais. Ok, d'accord. Franchement, et lui, vraiment, il a pas du tout pris sa part de responsabilité. Ah ouais. Dès que il a pas été méchant ou quoi que ce soit, tu vois. Mais lui, c'était clair et net qu'il était vraiment, mais vraiment pas prêt. Vraiment. Donc, j'ai pas cherché à me préoccuper de ça. C'était vraiment moi. Et ouais. Et à ce moment-là, je me rappelle, je me suis excusée vraiment à mon petit bébé. À mon petit bébé. Tout le temps, j'étais là.
Je disais que c'était juste pas le bon moment, que j'étais désolé, parce que finalement, ça reste... Enfin, t'es connecté. Ouais. T'es connecté à... T'as un lien direct et je voulais pas juste que ça se fasse comme ça, tu vois, parce que je sais pas pourquoi j'ai senti qu'à ce moment-là, l'avortement allait se faire. Et j'étais complètement en accord avec ça. Je voulais pas... Quelle est la différence avec l'autre? Comment tu peux différer ton choix entre le premier ou le deuxième, s'il y en a? Est-ce qu'il y avait une différence ou pas? Hum, Oui, là, j'étais sûre de l'avortement. Le deuxième. Ouais, le deuxième, j'étais sûre et certaine que ça allait pas aller. Ça allait pas aller du tout. J'étais sûre et certaine. C'était encore plus le chaos que dans la première. En fait, on était en plein milieu de la de tout ce qui se passait avec Corona et tout, tu vois. Je venais avec mon travail, j'étais en chômage économique. Tout était encore tellement plus incertain que la première fois. J'arrivais même pas à réfléchir, en fait. Et c'était juste hors de question, en fait. C'était juste hors de question. Mais je prenais pas cette décision à la légère. C'est pas genre, ouais, je vais faire un avortement, tu vois, non. C'est un acte important et très compliqué. Et fallait que je prenne le temps encore une fois que ce soit une bonne décision, en fait. Vraiment. Et une fois de plus, j'étais soutenue. Les fois où j'ai déjà allé aux urgences, j'ai des amis, quand ma famille n'a pas pu être là, j'ai des amis qui ont été là. Ma petite sœur aussi, elle était là. Ma mère aussi, quand j'étais à Paris. Vraiment, ça aussi, ça m'a fait resserrer les liens encore plus avec ma mère. Parce que vraiment, c'était une maman avec sa fille qui potentiellement pourrait être une maman. Une maman qui aide une maman. Je sais pas comment Oui, expliquer. je vois. En fait, le rapport mère-fille, en fait, changeait parce que Oui. c'était peut-être mère-fille, mais c'était aussi potentiellement mère à mère. Ouais, exactement. Je vois. Vraiment, elle était là, genre vraiment Je peux comprendre plutôt. vraiment comme comme, je sais pas comment expliquer, un mentor. Oui, Vraiment. une épaule. Une épaule que Ouais. là, elle allait me donner toutes les tips qu'il fallait pour pouvoir m'en sortir. Et du coup, ça m'a réconforté encore plus pour l'avenir, quand moi je prendrais vraiment cette décision. Et puis après, ça a été après le voyage à Paris. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis de souffler aussi. Et puis je suis revenue. Et puis Mère Nature Nature joue beaucoup avec moi. Les inondations. Ah bah oui, Oui. en effet, bah oui, quand elle Donc je vais à mon rendez-vous, hein. J'y vais et tout. Et en fait, les femmes qui t'accueillent, les assistants sociaux, elles expliquent que tous les gynécologues, médecins sont bloqués. Ah ouais, c'était au moment où les inondations atteignaient c'était à Saint-Léonard. C'est le moment où l'eau atteignait jusque Saint-Léonard. Donc, oui. ah ouais, c'était limite les évacuations, en fait. Donc là, il n'y avait aucun médecin qui n'allait venir. Donc, on devait reporter le rendez-vous à quelques jours, je crois. Je ne sais plus si c'était quelques jours ou une semaine d'intervalle. Parce que, il n'y aurait eu personne, de toute façon. Et dans tous les cas, même si je voulais prendre rendez-vous ailleurs, il y aurait eu quand même limite le même temps d'attente. Ouais. J'aurais dû recommencer le processus. Oui, le processus. En fait. Donc, j'ai dû attendre et j'étais en stress. Je crois que c'était 2-3 jours. J'étais en stress parce que il y avait encore les inondations. Enfin, c'était tout frais, en fait. Je me suis dit... Est-ce que vraiment ils vont pouvoir, en fait, Et donc, venir? oui. Et du coup, ça avançait quand même le temps. Là, il me restait vraiment plus... Enfin, il me restait un peu de temps, mais... Mais je pense qu'ils auraient pu faire plutôt une... Je pense qu'ils auraient trouvé une alternative. Voilà, Ils auraient dû... Là, c'est les intempéries. Ils auraient trouvé une alternative. Et du coup, j'ai été seule. Ce jour-là, je suis partie, j'étais seule. Ça a été un choix personnel aussi. J'avais pas envie d'infliger ça à qui que ce soit. Ouais, je vois. J'avais pas envie...
Ouais. L'après, ma mère, elle est venue, j'étais en accord que après, qui voulait être là pour moi était libre d'être là, mais que pendant l'intervention, j'avais pas envie d'infliger ça à quelqu'un. Mais ta maman était là, c'est ça? Oui, elle était à la maison. Ah, elle était à la maison, Ouais. elle n'est pas venue avec Non, elle toi, n'est pas quoi. venue avec moi. C'est vrai, j'ai une question dans ton entourage. Tout le monde était OK avec l'avortement Ouais. ou, Ah ouais? Non. J'ai une amie qui, elle était contre, mais elle m'a soutenue. Ah ouais, c'est cool. Elle m'a soutenue. C'est même une des fois où j'étais aux urgences, celle qui m'a accompagnée. Et non, il y en a qui étaient... En fait, j'étais soutenue quoi qu'il arrive. Elle m'a dit son point de vue. Pour elle, elle aurait voulu que je garde, tu vois, mais que c'est ma décision et que quoi qu'il arrive, elle peut pas m'obliger. En fait. C'est ça, dit elle. Et surtout en tant que femme, tu vois, elle Ouais. peut pas, c'est mon corps, elle peut pas m'obliger à faire ça. Et c'est elle qui est venue non, si elle est venue après, encore après l'avortement. Et même là encore, ça s'est super bien passé. Même l'assistante qui était là pendant l'intervention, elle a été super à essayer de me distraire, de discuter avec moi, Vraiment, elle a été incroyable. Bah après, ça ne change quand même pas à ce qui se passe. Mais ça reste rassurant quand même. Et après, en fait, quand tu te dis c'est fini, encore. Mais par contre, là, j'infligerai plus jamais ça à mon corps. C'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après? Du coup, tu vois, la peur que tu avais quand tu avais 26 ans de l'après-avortement, tu l'as eu Parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, justement, ça m'a pas paru naturel. Bah ouais. Ça m'a pas paru naturel, en fait. Vraiment, c'est... Pour moi, on devrait laisser le choix aux gens d'enlever ou pas l'enfant. Dans l'avortement, ça devrait même pas être une question. Pour moi, on devrait laisser le choix à quelqu'un parce que, en fait, personne ne sait ce qui se passe dans le corps de la personne. Et c'est ça le plus important. Tu sais pas, en fait, ce qui se passe psychologiquement et physiquement dans le corps de la personne au moment où elle est enceinte. Donc, venir dire oui, oui, ok, il y a tout ça, mais cette personne-là, ce qu'elle vit, il faut prendre ça en considération et c'est bien plus grand que juste simplement porter un enfant. C'est pas juste porter un enfant 9 mois, c'est toute une vie en fait. C'est pendant toute une vie, c'est pas juste une décision que tu prends comme ça. Non. Et moi, j'ai pas voulu. Je l'assume. Mais c'est pas naturel. Et je sais pas si je suis capable en fait d'infliger ça à mon corps encore. Même psychologiquement. Je sais pas si... là, j'étais forte. Je n'ai même pas regretté. J'ai même pas eu un moment où j'ai dit à la gynécologue, non, attendez. Ouais, ce soit non. Oui, là, Moi, je voulais que ça se fasse. Je voulais en finir parce que toute la situation, je voulais pas avoir un enfant, ni de la personne, ni comme ça. Limite, j'en avais un dégoût. Ouais. Et je voulais juste m'en débarrasser. Ouais, bah oui. Et voilà. Et après, ça a été... Maintenant, je le vois... Le monde continue. Oui, en vrai, et je peux comprendre en fait que certains peuvent mal prendre mon point de vue, dans le sens où on dirait que je le banalise pas du tout. Je peux en rigoler et tout, parce que finalement... pleurer aussi. Oui, enfin, voilà, j'en pleure. Ça m'est arrivé d'en pleurer encore. Surtout pour la fausse couche. Bah oui, j'imagine. Mais... J'ai une question. Le après fausse couche et le après avortement, comme tu dis, ça se voit que c'était pas naturel. Qu'est-ce que tu as ressenti dans ton corps? Enfin, quoi, Parce qu'il y a... J'ai eu plus mal après avec l'avortement. Ah oui, Ah oui, parce que aussi, on m'a mis un stérilet directement. Ok. Ouais. J'ai eu ça. Ah ouais. Donc, on m'a fait l'avortement. Cette abomination. Et direct. Et ah ouais, c'est une Tu sais, moi, j'ai une théorie. Elle n'est pas fondée, elle est très nulle, enfin voilà, mais il y a une théorie. Tu vois, comme on a testé les actes gynécologiques sur les femmes noires réduites en esclavagisme,
sans... Et ben, j'ai l'impression que... Le stérilet, c'est un acte de torture. Voilà, c'est ça. Et j'ai l'impression que quand une femme meurt la mère, il y a des jeunes qui disent non. Il y a des jeunes qui sont en mode BLM, meuf, qu'est-ce que tu fais avec ça? Enlève ça. Je te jure, horrible. Horrible. Depuis que j'ai ça, et là, je vais faire en sorte de l'enlever parce que je n'en peux plus. Ah, mais je comprends. J'en peux plus. Mon corps, il est fatigué. Ah, mais ouais. Des douleurs. Mais pire que j'ai déjà eu des règles. Mais ça, là, je n'en veux plus. Des douleurs vraiment à en vomir. Les meufs, dois là vraiment- même, j'ai eu ça. Moi, mon corps, il a fait un rejet. Et j'ai dit merci Seigneur parce que je suis vraiment chanceuse. C'est vraiment la grâce de Dieu. Je n'ai pas vraiment de règles douloureuses. Mais avec ça, j'ai failli tomber dans les pommes. Jusqu'à ma mère, elle me disait Gloria, ça va? Et quand j'ai dit non, ça ne m'a pas en fait. Et puis, bah, je me disais, bon, je vais laisser tout ça dans la salle de bain en train de me laver. Et puis, je vois un fils, je fais, oh, c'est quoi ça? Tu vois, la nature. Heureusement, Le corps humain corps est incroyable. Moi, c'est pour ça que je dis aux gens, c'est très dur, mais apprenons à respecter nos corps aussi. Même, on prend le temps qu'il faut prendre, mais la nature, elle est trop bien faite. Ouais. Trop bien faite, mais j'ai eu trop mal. Après ça... Après l'avortement, du coup, l'avortement mécanique, Ouais. comme ça. Et j'étais plus épuisée. Je sais pas pourquoi, j'étais plus épuisée. Enfin, la fausse couche, j'étais fatiguée, mais après, comment dire, on a été au on a mangé et tout, j'ai discuté avec mes parents. Je sais pas, j'ai quand même passé la soirée et tout, que l'avortement, en fait, j'ai eu l'impression... J'étais pas dégoûtée. J'ai pas envie de dire ça, mais ce côté pas naturel, en fait. J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. J'avais juste pas envie qu'on me parle à ce moment-là. C'est pas ce jour-là que ma mère, elle est venue le lendemain. J'avais pas envie à ce moment-là. Vraiment, je suis rentrée, j'ai dormi. J'étais fatiguée. Et puis même, j'avais mal. J'ai fait trop mal. C'était une intervention chirurgicale ou t'as dû prendre un médicament? Non, c'était chirurgical. Ah ouais. Et tu sais, je lis souvent certaines choses donc par rapport à l'avortement, on va dire, mécanique. Est-ce que toi aussi, tu as eu un rapport à ton corps un peu bizarre? Il y a certaines personnes qui, genre, enfin voilà, elles se sont masturbées pendant X temps parce qu'il fallait qu'elles se reconnectent à leur corps, quoi, tu vois. Est-ce que tu as eu ça aussi, cette distance, après cet avortement ou pas? Est-ce que enfin, peut-être pour mieux formuler, mais est-ce que tu te sentais toujours à l'aise dans tes baskets? Voilà, c'est ça. Oui. Je pense que le fait que c'était une décision assumée et bien réfléchie ne m'a pas... Je continue à mener ma vie en tant que femme. Je me sentais juste plus forte. À chaque fois, en fait. Ces deux événements m'ont juste rendue plus forte. De me dire que ça paraît tellement banal. Pour certains, c'est comme si aller déposer une lettre à la poste. Vraiment. Il y a des personnes à qui tu parles de l'avortement. C'est vraiment comme aller chez le dentiste. Que moi, non, je le vois vraiment comme une épreuve que mon corps a surmontée et que même mon esprit a surmonté. Et que finalement, il y a beaucoup de femmes qui s'en sortent pas de cette situation. Et j'ai préféré le voir comme ça, en fait, à chaque fois. Vraiment, je me dis, j'essaie de ne pas me lamenter sur mon sort. Parce que finalement, je m'en suis sortie. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu mal se passer. Par exemple, il y a des témoignages où, par exemple, il y a des gynécologues qui sont pas forcément pour l'avortement, tu vois, et tout, et qui montrent pour faire juste pour choquer la personne, qui montrent le fœtus, alors que j'ai eu des trucs. Mais toi, tu as lu ça quand? Avant ton avortement ou après l'avortement? Parce que oui, toi, t'es bien, toi. Moi, je me suis... Ah non, mais j'ai voulu être prête. Ah oui. Ah oui. Je vois ça. J'ai voulu être prête parce que... si justement ce jour-là on m'avait fait ça, je crois que je l'aurais giflé, la dame. Enfin, moi personnellement, après j'ai parfois une curiosité un peu malsaine, on va dire entre guillemets. J'aurais voulu le voir. C'est vrai. Oui, mais genre plus comme un au revoir. Ok. C'est plus dans ce sens-là, tu vois. C'est pas genre la curiosité malsaine de voir à quoi ça ressemble et tout, non.
Pas bien que ma curiosité, un jour, si j'ai la possibilité, oui. Mais De toute façon, il y a Google, en fait. ouais. Mais c'est pas pareil. Ah ouais? L'image et la réalité. Ah, ça, c'est Je pense qu'émotionnellement, je suis pas sûre de pouvoir, vu que j'aime les enfants, tu vois. Ouais, surtout toi. Non, finalement, en fait, c'est ça qui est bizarre. Le fait de vouloir autant les enfants et d'avoir pris ces décisions aussi difficiles. Moi, non. Justement, moi, je trouve que justement, tu aimes tellement les enfants, tu sais la beauté, tu sais le travail, tu sais le labeur que c'est que d'éduquer tout un, tout un monde, en fait. Parce que voilà, donc, justement, Je pouvais pas, en tu aimes fait. tellement les enfants que tu as décidé d'avorter. Je trouve que cet acte, c'est le plus beau, c'est la plus belle chose que tu puisses faire pour un enfant. Vraiment. Merci. Bah ouais, non, parce que il y a des gens, je dirais pas qui, mais en tout cas très proches de moi, qui n'auraient pas dû être parents, quoi. Après, moi, je suis qui pour dire ça? Je suis pas maman et tout ça, mais j'ai été un enfant. Enfin, et même j'ai envie de dire que je suis un enfant. Et on a tous été éduqués par autrui et on sait qui nous a donné une bonne éducation, qui nous a pas donné une bonne éducation et surtout l'influence que ça a eu sur notre personne. Exact. Écoute, j'ai dû aller voir des psys. Donc voilà. Et ça vient pas De nulle part. Et je me dis, si une certaine personne n'avait pas fait des enfants, hein? Ça se serait pas passé comme ça. Donc non, je trouve pas que c'est un paradoxe. Non, Le fait que tu aimes beaucoup les enfants et que tu aies... Ouais, Alors, je trouve même que c'est un gros lien. c'est vrai. Je l'avais pas vu comme ça. Bah voilà, mon chéri. Non, c'est important, en fait, avoir un enfant, c'est pas rien, quoi. Moi, j'ai connu des filles, par exemple, qui faisaient des enfants juste pour avoir Un bébé métis. un bébé métis ou garder leur partenaire, mais c'est tellement pas sain. C'est tellement pas sain, en fait. Il y a rien déjà un homme, s'il veut partir, ou une femme, en fait, qui veut partir, partira. C'est pas un enfant ou quoi que ce soit qui va faire que... Et encore, c'est pire pour l'enfant et c'est tellement égoïste. C'est tellement égoïste. Et moi, en fait, c'est important de trouver un partenaire qui va être là. Peu importe la situation, qui va être là, qu'on soit ensemble ou pas, cet homme-là va me respecter en tant que mère de ses enfants. Et c'est ce que je veux. C'est dur. Et c'est très dur. Alors non, j'ai pas envie de me battre. J'ai justement, éternelle belle-mère, j'ai vu tellement de couples se battre pour des enfants. Enfin, même pas en fait. Il y en a, en fait, tu te rends compte que l'enfant, dès qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils ont voulu par rapport à cet enfant-là, l'enfant, c'est rien pour eux. Et il faut s'en occuper parce qu'il est là. Et il faut s'en occuper. Il faut avoir un beau rôle de parent ou quoi que ce soit. Mais je dis pas qu'ils aiment pas leur enfant, mais si ils pouvaient ne pas l'avoir, ils l'auraient pas. Hein. Moi, j'ai quelqu'un comme ça que je connais à l'heure actuelle son enfant, littéralement, elle le dit pas, hein. Mais moi, j'ai envie de lui dire parfois, mets-la à l'adoption. Parce que la vie, à l'heure actuelle, la vie que t'as envie de mener une vie de célibataire. Et tu donnes la sensation et limite, tu dis que ton enfant te dérange. Est-ce que l'enfant le ressent, à ton avis? Moi, je suis certaine. Je suis certaine que l'enfant le ressent. Je suis certaine. Parce qu'elle est tout le temps avec son enfant aussi. Donc, à un moment donné, forcément, son enfant va ressentir ses émotions. Quel conseil tu pourrais donner à des femmes qui passeront par les chapitres que tu viens d'énoncer de ta vie? Moi, je pense que le plus important, c'est de s'écouter. Vraiment. Écouter son cœur et son corps. Vraiment prendre sa décision à soi-même. Mettre les choses en place dans l'avenir, psychologiquement ou même physiquement, pour se sentir bien. Ne pas prendre ça à la légère. Vraiment, c'est pas une décision facile et que il faut vraiment être en accord avec cette décision-là. Vraiment, je sais pas quel conseil je pourrais donner de plus. C'est vraiment être sûr de ce qu'elles veulent à ce moment-là. Et que y a que elles qui comptent. Franchement, il y a que elles qui comptent et que les personnes qui les aiment les soutiendra quoi qu'il arrive.
quoi qu'il arrive. Et au final, parfois même, on a du soutien de gens qu'on n'imagine même pas. Si j'avais pas eu ma famille, le corps médical était là. J'ai pas été seule à aucun moment de ces événements-là. J'ai eu ma famille, certes, mais si ça n'avait pas été eux, j'ai eu des gens qui ont été super, qui ont vécu les mêmes expériences rien que dans le corps médical et qui ont su trouver les mots pour me faire tenir, qui ont eu les gestes, rien que par la présence où c'est vraiment mettre en place les choses pour aller bien et vraiment pas prendre ces décisions à la légère. C'est quelque chose de pas facile. C'est ton corps, tout ton être en fait qui vit une épreuve. Et prendre le temps, vraiment. Ne pas se précipiter. Ouais, prendre le temps, bon, des fois, à cause des lois, tu peux pas prendre le temps. Non, quand je dis prendre le... Oui. Ah, c'était de quel sens alors? Prendre le temps aussi après de se réparer. Oui, d'accord. Ouais, le temps qu'il faudra. Ne pas se précipiter en recommençant sa vie. Si tu sens... Qu'il faut faire une espèce de pause, quoi. Ouais. Il faut se l'octroyer. Ouais, après, dans ce monde capitaliste, voilà. Mais... C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, oui, mais en tout cas, ouais, je vois du coup l'idée. Écoute, Philippe, moi, j'ai terminé. En tout cas, j'ai eu tout ce que je voulais. C'est-à-dire que je repars avec plein de narratives, avec plein de choses, plein de bagages. Je voulais te dire merci parce que ces thèmes-là sont hyper tabous et tu as su les énoncer, les raconter comme jamais, comme tu es, c'est-à-dire super bien. Et du coup, voilà, je sais pas si tu as un mot de la fin, si tu veux dire quelque chose. Écoute, merci de m'avoir invité parce que ça, c'est libérateur. Je pense que c'est la première fois que j'en parle, bien qu'on communique de temps en temps, mais c'est la première fois que j'en parle devant des inconnus. Ouais. Et que je me dis, il y a des inconnus qui vont entendre mon histoire. Mais c'était important pour moi, en fait, aussi de me dire que si ça peut aider quelqu'un, en fait. À chaque fois que j'en parle, parce que souvent on me dit, tu le parles de manière détachée parfois. Je me dis, parce que si ça peut aider quelqu'un, il y a des gens qui sont là dans le silence, on ne sait même pas. Et si ça peut aider quelqu'un, je vais le faire. J'ai vraiment eu peur, j'hésitais et tout, mais finalement, ça m'a fait du bien. Ça a été un peu comme un petit point final, en fait, sur cette histoire. Ouais. Oh, attends, tu dis que cet épisode, c'est le point final? J'ai rien compris. Oui, vraiment, parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Depuis longtemps, j'ai même d'autres potes qui m'ont proposé de faire des podcasts et tout. Et puis, finalement, ça a été toi. Écoute, je voulais, je trouve que c'est important. Et comme je t'ai dit, voilà, moi, le membre de ma famille qui a connu donc un avortement naturel, elle, comme toi, hein, elle aime bien les enfants et tout ça, enfin voilà, et la voir dépérir, tu vois, c'est pas le genre de personne qui pleure souvent, et dès qu'on parle de cette histoire-là, elle pleure et tout ça, et je me dis, ah ouais, en fait, ça doit être, enfin si, je l'imagine que c'est dur, mais tu vois, comme tu l'expliques, que tu ressens des choses et tout, je pense que seules les personnes qui ont eu, qui ont porté un enfant peuvent le comprendre, et c'est quelque chose d'inexplicable. Et vraiment, et surtout si elle a voulu avoir cet enfant. Parce que moi... Ouais, c'était des surprises. Ouais. Autant moi, c'était des surprises et j'ai pris la décision d'avorter malgré qu'il y ait une fausse couche. Mais si elle voulait cet enfant-là, ça doit être encore plus difficile en fait. Parce que on t'a arraché quelque chose que tu voulais. La nature t'a enlevé quelque chose que tu voulais absolument, que moi, j'en voulais pas. C'est le contexte, c'est tout un tas de choses. Évidemment, il y avait un lien et tout. Donc, franchement, force à elle. Force à elle et qu'il y a plein de solutions pour que ça aille. Et comme j'ai dit, le temps, il n'y a que ça. Faut pas qu'elle se mette la pression. Et faut pas qu'elle soit difficile avec elle-même. Ça, c'est le truc. Vrai. Ne pas être difficile avec soi-même. Parce qu'en fait, on n'est pas les seuls. Ça arrive plus souvent. C'est ça. Ça arrive plus souvent. Mais sauf qu'on ne nous explique pas. On en fait un tabou alors qu'on ne devrait pas en faire un tabou. Il y a plein de femmes qui le vivent. Pourquoi on n'en parle pas aussi facilement? Pourquoi on ne se soutient pas plus par rapport à ça? Pourquoi
on est obligé de faire des podcasts. On se retrouve combien de fois entre femmes et peut-être même on a plus de femmes entre nous qui ont vécu cette situation et elles n'en parlent pas et elles souffrent en silence. Et non, vraiment qu'elles se laissent le temps et surtout qu'elles s'infligent, qu'elles se mettent pas de pression, qu'elles soient pas dures avec elles-mêmes parce que c'est pas de sa faute en fait. C'est ça. Après, voilà, c'était pas... Elle le voulait, mais voilà, c'était aussi surprise, mais au-delà de ça, voilà, quoi, elle le voulait, donc ouais. Je suis sûre qu'elle écoutera ce podcast, donc gros bisous à toi. Force à toi, ma chérie. Et voilà, bah écoute, merci beaucoup, Philippine. Merci à toi. C'était... Oh, j'avais pas vu que t'avais un cœur. Ah oui. Tatouage, bon, bref. Alors, c'était le premier épisode de Autour du point G. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve pour le deuxième épisode. Je ne sais pas quand, mais bientôt. Salut! Salut!